Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous présenter ce premier numéro de Conseil OMJ intitulé Préparer l'improvisation. Alors oui, ces deux termes peuvent sembler antinomiques, préparer et improviser, mais vous allez voir avec les quelques conseils et les quelques outils que je vais vous donner, ça va vous permettre de pouvoir pratiquer cette activité qui est grisante, totalement improviser une partie de jeu de rôle, mais qui peut aussi s'avérer stressante, donc dédramatiser un petit peu tout cela. Parce que oui, il n'existe pas une seule et bonne manière de maîtriser des parties de jeu de rôle. Moi-même, des fois, j'aime bien improviser, j'aime bien préparer un peu plus, voire j'aime bien jouer des scénarios. Il n'y a pas de règles universelles, de meilleure façon de faire, et surtout ceux qui vous disent oui, j'adore préparer, je fais que ça, concrètement, c'est pas la meilleure façon, ni la seule façon. Il faut d'abord, avant tout, se faire plaisir et être à l'aise avec ça. Donc voilà, je vais vous présenter des conseils, basé sur mon retour d'expérience lié à l'improvisation, que je mène de temps en temps, et aussi des outils qui vont vous permettre, vous aider à bien improviser, parce que concrètement, partir sans filet, ça peut être très casse-gueule. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, les conseils, ils seront de l'ordre de 3. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de bien choisir son jeu. Concrètement, quand je pars en improvisation, quand je veux faire de la totale improvisation sur une partie, je choisis mon jeu. Ça consiste à éviter des jeux avec des stat blocks, par exemple pour les monstres longs comme le bras, d'accord? Si vous avez des monstres qui demandent énormément de lecture ou d'informations pour être utilisés correctement, ça va être problématique. Faut pas se leurrer, si vous improvisez, vous n'avez pas le temps de passer des heures dans votre bouquin à chercher les informations, etc. Donc déjà, je privilégie les jeux, je dirais, avec des systèmes d'opposition très légers. Quelques mots-clés, 2-3 stats, pas beaucoup plus. Voilà, une intention pour le monstre, c'est-à-dire par exemple le gobelin, il va tenter de tendre des embuscades, il va être vicieux et il va fuir dès le premier coup. Voilà, disons que en quelques mots, vous pouvez définir un monstre et vous n'avez pas besoin forcément de beaucoup de stats. Alors moi, quand j'improvise, j'aime bien soit partir sur des jeux propulsés par l'Apocalypse qui sont très light en termes d'opposition, ou même des jeux OSR, Sword Dream, pour le nouveau terme un peu plus ouvert, un peu plus inclusif, c'est-à-dire des jeux old school inspiré de l'old school, avec très peu d'informations et très peu de stats. Ça me permet, concrètement, quand j'ai besoin d'un monstre, d'aller le piocher, en un seul coup d'œil, je sais ce qu'il me faut, et je sais ce que j'ai besoin de savoir. Voilà, tout simplement. Et j'évite aussi les jeux avec des mécaniques trop complexes, avec beaucoup trop de calculs lors des jets de dés de résolution par exemple. Un jeu que j'aime beaucoup, Eclipse Phase, le système est complexe en termes de résolution, mais je n'irai pas improviser de l'Eclipse Phase, parce que du coup, quand vous partez sur des choses, enfin je l'ai déjà fait, mais c'est beaucoup moins flexible disons. Quand vous partez sur des résolutions, sur des scènes que vous improvisez totalement, l'idée c'est d'avoir tout votre système cognitif, je dirais, disponible pour l'improvisation. Si une bonne partie de votre cerveau est prise par le calcul de la résolution, alors ah oui, attends, il faut retrancher l'armure et ajouter le bonus de nanana, concrètement, moi, ça m'intéresse pas trop, parce que du coup, je préfère me focaliser sur ce qui importe, sur ce que je suis en train d'improviser. Donc oui, je dirais qu'il faut bien choisir son jeu, privilégier des jeux avec des systèmes simples, que ce soit en termes de mécanique ou en termes d'opposition. C'est le premier conseil que j'ai à vous donner. Deuxième conseil, c'est dédramatiser. Concrètement, improviser, ce n'est pas inné. Alors oui, il y a peut-être certaines personnes qui sont plus à l'aise en la matière et qui partent avec des compétences qui vont les aider à pratiquer ça, mais concrètement, comme toute activité, comme toute pratique, c'est l'expérience qui va aider, d'accord? Donc oui, vos premières parties improvisées peuvent ne pas être entièrement satisfaisantes, mais concrètement, qui peut vous en vouloir? Il y a de très fortes chances que la table s'amuse parce que justement elle a ce sentiment de liberté, et vous de votre côté, il faut pas hésiter à discuter avec la table justement via un briefing, ou un débriefing plutôt, et de faire le point sur ce qui allait, ce qui n'allait pas, etc. Et de toute manière, vous dire que bon, mais c'est la première fois que j'essaie, ou c'est la deuxième ou la troisième, c'était pas top, mais ça va s'améliorer. Voilà, dédramatiser, personne va vous en vouloir parce que votre première partie totalement improvisée n'était pas au top du top, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous dire, à prendre du recul, bon ok, c'était pas top, mais ça c'était vraiment cool, on a bien rigolé sur ce moment-là, prendre le pour et le contre, et surtout tenter de s'améliorer au fil des parties.
Troisième et dernier conseil, écoutez votre table, écoutez vos joueuses et vos joueurs. Franchement, ils vont dire tout un tas de choses, prenez au vol ce qu'ils disent. Les idées pertinentes, ou pas d'ailleurs, certains mots-clés, n'hésitez pas à prendre des notes. Voilà, un joueur qui évoque quelque chose qui l'intéresse, c'est pas anodin. S'il évoque, c'est que ça l'intéresse justement, et il faut s'en saisir, ok? Les idées des joueuses et des joueurs, c'est votre carburant principal, ok? Et ce, dès la création. Par exemple, si vous faites une session improvisée avec création de personnages rapides selon le système, ben, concrètement, je vais vous donner un exemple bête, si autour de la table vous avez un druide, un ranger et un barbare, vous vous doutez bien que les joueurs veulent de l'aventure en extérieur, avec de la nature, etc. Leur improvisez pas une aventure dans une ville qui est un véritable cloaque, où le druide ne pourra pas donner tout son potentiel, où le ranger va être perdu parce qu'il n'a pas ses repères. Il y a de fortes chances que vous preniez une opposition de la table, concrètement, parce que les personnages qu'ils ont créés vous donnent une certaine ligne directrice, d'accord? Notamment aussi via les compétences ou les sorts qu'ils peuvent choisir, etc. L'idée n'est pas de faire du fanservice. Quoique si, en fait, il faut être fan des personnages joueurs. C'est pas mal comme idée. Et du coup, en prenant les idées des joueuses et des joueurs, ça va vous permettre, vous, de vous décharger d'une bonne partie de création, en fait. Et c'est vraiment cool. Moi, je le fais énormément. Les joueurs s'en rendent compte ou pas, ben, si c'est le cas, c'est pas très grave, honnêtement. Parce que concrètement, si vous vous servez des idées qu'ils vous proposent, ben, tout le monde autour de la table va prendre du plaisir. Et c'est le but premier d'une partie de jeu de rôle, se faire plaisir. Alors maintenant les outils. Je vais vous présenter pareil 3 outils. Enfin les 2 premiers sont véritablement des outils, le 3e est un mix d'un peu tout cela. Tout d'abord, premier outil, les cartes. Il existe tout un tas de cartes en fait, avec de l'inspiration dessus. Je m'explique, par exemple, Musée Oracle de Oni Art, ou alors les cartes du destin d'Acritage pour Dungeon World, ou bien Imagia du Grumpf. Voilà, c'est des paquets de cartes que vous pouvez commander sur internet, vous procurer le PDF si vous voulez pas du physique. Moi je m'en sers énormément, par exemple je vais prendre les cartes du destin d'Acritage pour Dungeon World. En début de partie, je tire 3 ou 4 cartes, ou alors je demande au joueur d'en tirer une, ça m'a été conseillé par Guillaume Jantet, que je remercie. Depuis, je ne m'en passe plus, concrètement. Donc vous tirez 3 ou 4 cartes, et à partir de là, vous avez des illustrations, des thématiques, des choses que les joueurs vont pouvoir explorer, et vous pouvez broder votre partie dessus. Pareil, lorsque vous arrivez à un endroit où vous n'avez pas d'inspiration, mais il doit se passer quelque chose, parce que la fiction le réclame et les joueurs le réclament, ou les joueuses, et donc vous tirez une carte, et à partir de là, vous allez pouvoir broder une rencontre aléatoire ou une situation. Bon, l'idée n'est peut-être pas de recracher entièrement ce que vous dit la carte, mais du coup d'adapter à ce que vous êtes en train de jouer actuellement. Donc ça peut servir à la fois en début de partie, mais aussi en cours de partie. Moi je trouve ce support-là vraiment très intéressant. Je vous mets les liens vers ces divers paquets en description de la vidéo. Voilà, si vous jouez autour d'une table en physique ou sur Roll20, ça va vous demander un petit peu de préparation. Alors en physique, pas beaucoup, parce que ça va juste vous demander de commander le paquet de cartes, ou alors si c'est des paquets qui sont gratuits, disponibles à faire soi-même, de les imprimer, de faire un petit peu d'art plastique, je dirais, pour vous préparer. Voilà, ça vous demandera juste ça en temps. Si vous jouez en online, par exemple sur Roll20, ça va vous demander peut-être de faire de la découpe de PDF et d'importer votre paquet de cartes via le deck online sur Roll20. Voilà, donc ça va vous demander juste de sélectionner le paquet de cartes qui vous convient et de le préparer pour qu'il soit utilisable. Deuxième outil, les tables aléatoires. Alors si vous jouez au jeu de rôle, il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà les tables aléatoires, mais là je vais insister sur le fait que si j'improvise une partie, il est clair et net que je ne pars pas sans table aléatoire. Ok ? Sachant que même sur des parties un peu plus préparées, j'ai toujours des tables aléatoires sous le coude. C'est essentiel. Alors, la table la plus courante et indispensable, c'est celle des noms, bien évidemment, parce que tout le monde sait que créer des noms à la volée, c'est pas forcément simple, et toujours avoir une table aléatoire de noms sous le coude, c'est très intéressant. Avec la vague des jeux old school, on a eu tout un tas de nouvelles tables aléatoires, et franchement, quand vous allez un petit peu sur le net, il y en a vraiment une quantité infinie. Il faut vraiment faire le tri parce qu'il y a tout et n'importe quoi, il y a à boire et à manger, bien évidemment. En lien de la vidéo, je vais vous mettre quelques tables aléatoires que j'utilise régulièrement et des liens notamment vers le forum Casusno qui en répertorie une bonne partie. Sur smartphone, vous avez aussi Adventure Smith qui est une appli qui réunit tout un tas de tables aléatoires et pertinentes pour le coup. Il y en a vraiment des super intéressantes là-dessus. Donc là, l'idée, si vous jouez en physique, prenez le temps du coup, soit d'avoir votre smartphone avec Adventure Smith par exemple, ou d'autres applis de tables aléatoires parce qu'il y en a un paquet, voilà, ou sinon des tables aléatoires imprimées tout simplement. Si vous jouez online, prenez le temps sur Roll20 de faire vos propres tables aléatoires. Je vous renvoie au tuto que j'ai fait, il y en a un tas qui permettent de vous créer des tables aléatoires
évidemment. Parce que du coup, les tables aléatoires, au-delà d'avoir des noms à la volée, elles vont vous permettre de gérer des situations totalement imprévues. Par exemple, si vous avez un PNJ en plus de son nom, vous pouvez avoir plusieurs traits de caractère, un handicap, une qualité, un défaut, ça vous aide vraiment à improviser un PNJ sur le pouce. Ça peut être la même chose avec une faction, ça peut être la même chose avec un mini-plot, voilà, et ça peut aussi être la même chose avec une découverte, un lieu, une opposition, une rencontre et tout ça. Alors, il y a des jeux qui vous proposent d'embrasser totalement l'aléatoire. Moi, j'adore l'idée, mais là aussi, je prendrai un petit peu de recul dessus. Lorsque vous faites un jet sur une table aléatoire, l'idée n'est vraiment pas de prendre tout ce que vous dit la table pour argent comptant, d'accord? Il convient d'adapter la table aléatoire. Si la situation que la table aléatoire vous propose est totalement incongrue par rapport à ce qu'il est en train de se passer, adaptez. Rejetez ce qui ne convient pas, adaptez ce qui convient, etc. Ne prenez pas bêtement tout ce que la table vous dit et ça ira très très bien. Voilà, pour moi, les tables aléatoires, c'est vraiment le must pour improviser une partie, mais pas que. Il faut vraiment toujours en avoir quelques-unes les plus pertinentes sous le coude. Pour finir, si vous improvisez une partie, pour l'amorce, l'accroche, il vous faudra un plot de départ, concrètement. Quelque chose qui permet d'engager la table et de partir à l'aventure. Alors, certains se disent, bon, mais si j'improvise, je dis aux joueuses et aux joueurs, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça peut fonctionner si vous avez vraiment une table qui veut vraiment jouer, qui est à l'aise avec ça. Par contre, vous pouvez aussi vous retrouver avec des situations totalement incongrues, ou alors un démarrage un peu mou, parce que du coup, chacun donne un petit peu son avis, on sait pas trop où on va, etc. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre 5 minutes et de créer un petit plot de départ, une situation dont l'équilibre va être brisé dès le début de la partie, et qui va obliger les joueuses et les joueurs à réagir. Alors pour le créer ce plot, vous avez plusieurs techniques. On peut revenir aux cartes, vous tirez plusieurs cartes, vous brodez et vous avez un plot de départ, ou alors vous tirez des tables aléatoires. Il y en a certaines qui sont très bien faites pour avoir vraiment des plots tout près, clés en main. Voilà. Moi c'est ce que je fais, soit je prends via des tables, soit je prends via des cartes. Je prends 5 minutes, je regarde ce qu'il fait, le jeu auquel on joue, et je pose une situation de départ. Pour qu'un plot de départ soit efficace, il faut vraiment une situation tendue. Alors, vous allez pouvoir faire par exemple une introduction in media res, c'est-à-dire mettre les joueuses et les joueurs directement dans l'action, avec une situation très tendue qui va les obliger à réagir, ok? Ou alors vous pouvez leur proposer une situation de départ avec un équilibre fragile qui est prêt à se briser en fait. Et c'est cette situation qui va les obliger à réagir. Par exemple, sur Into the Dark, le plot de départ, c'était que le portail d'accès à l'exoplanète tombe en rade. Ben là, c'est une situation concrètement qui oblige tout le monde à se bouger les fesses, entre guillemets, parce que la situation, l'équilibre est brisé, quoi. Voilà. Ou alors, une introduction in media res, boum, les personnages joueurs sont sur une route, ils se font attaquer, c'est la bête embuscade, ça peut très bien fonctionner. Ou alors, vous pouvez très bien les mettre dans une situation qui les oblige à réagir immédiatement, mais autrement, avec par exemple une catastrophe qui se déclenche, une avalanche, un éboulis, ou que sais-je encore, voilà. Avec, toujours pareil, en amont, ce qui provoque votre situation de départ via des tables aléatoires ou via des cartes. Une fois que vous avez fait ce plot, que vous l'avez mis en place, ben, la partie est lancée et vous n'avez plus qu'à improviser. Voilà, j'espère que le premier numéro de cette nouvelle série t'a plu. En tout cas, moi j'aime beaucoup le principe de cette vidéo. J'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo et la préparer. Si c'est le cas, n'hésite pas à l'aimer, à la partager et à la commenter. Et la commenter surtout pour faire des retours, car c'est super important pour s'améliorer, tout comme les débriefs après vos parties de jeux de rôle. Tu peux aussi me suivre sur Twitter et nous rejoindre sur Discord. Tous les liens sont en description de la vidéo. Si tu le souhaites, tu peux soutenir la chaîne de manière plus pécuniaire via un don libre sur PayPal.me ou via un tip sur Tipeee. Je remercie encore une fois tous ceux qui nous soutiennent de cette manière, ça nous permet de produire des vidéos et d'avoir du matos de meilleure qualité. En tout cas, merci à toi d'avoir suivi la présente vidéo et à bientôt.